On en parle. Dans un sondage paru en octobre dernier dans le magazine français Le Figaro, pour lequel vous avez déjà collaboré, Alexandre Jardin, 43% des Français ont avoué considérer l'islam comme une menace et 68% d'entre eux pensent que les musulmans refusent de s'intégrer en France. Ajoutons à cela la montée d'une certaine intolérance, visible à des unes comme celle du journal Le Point, qui titrait en octobre dernier « Cet islam sans gêne » avec la photo d'une femme portant le voile intégral et une ambiance médiatique accusatrice. Et vous avez le portrait d'un pays aux prises avec des inconforts culturels que l'auteur français Raphaël Liogier explore dans son nouveau livre Le mythe de l'islamisation. Nous le joignons dans notre studio de Paris. Bonjour Raphaël Liogier. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de l'Observatoire du religieux et professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Vous avez publié plusieurs ouvrages depuis quelques années, dont Une laïcité légitime, La France et ses religions d'État en 2006 et Géopolitique du christianisme en 2003. Depuis plusieurs années déjà, vous commentez régulièrement ce que vous qualifiez de paranoïa à l'égard des musulmans en France. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que l'attitude des médias français envers les musulmans relève de la paranoïa, Raphaël? Eh bien, la différence qu'il y a entre la paranoïa du point de vue clinique, entre la paranoïa et la phobie, c'est que dans la phobie, vous avez un objet de peur et vous essayez d'éviter l'objet de votre peur. Dans la paranoïa, même lorsque vous ne rencontrez pas l'objet de votre peur, vous supposez qu'il y a une intention, c'est-à-dire qu'en gros, même si vous ne rencontrez, si vous êtes arachnophobe, bon, vous avez peur quand vous rencontrez des araignées, quoi, vous pouvez appréhender la chose, mais lorsque vous êtes paranoïaque vis-à-vis des araignées, même lorsque vous n'en voyez pas, vous supposez qu'il y a une intention même qui peut être cachée. Et regardez le sondage que vous évoquiez, oui, du Figaro, 68% des Français, mais moi j'ai repéré dans le livre un certain nombre de sondages qui sont à peu près équivalents, c'est pas seulement un problème français, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Hollande, etc., c'est toujours aux alentours de 60-70%, qui disent que c'est pas que les musulmans sont mal intégrés, parce que là, le sondage dit aussi ça, mais qu'ils le font exprès, c'est-à-dire que c'est une volonté. Il y a cette idée de volonté. De complot même. Voilà, exactement. C'est ce que j'appelle, alors je veux pas dire que tout le monde est paranoïaque, il y a 68% de paranoïaques, mais qu'en tout cas, il y a cette atmosphère paranoïde. Voilà. Dans votre livre d'ailleurs, Raphaël, vous dites que le terme islamisation est relativement nouveau, qu'on l'a vu apparaître au milieu des années 2000. Pourquoi? En fait, il apparaît plus tôt, mais dans l'acception publique qui se généralise dans l'espace public, il apparaît au milieu des années 2000. À mon avis, justement parce que dans cette idée d'islamisation, il y a une idée quantitative, une sorte de déferlement, de montée en puissance de l'islam, et une idée intentionnelle comme si les musulmans, comme un seul homme, voulaient s'approprier la culture européenne. Et à mon sens, c'est donc ce processus, c'est-à-dire que ce processus qui est postulé, il est lié à une crise d'identité européenne très profonde, très profonde, qui se développe en particulier au début des années 2000 et dont, à mon sens, un événement symbolique majeur est 2003, l'intervention américaine en Irak, qui, pour la première fois, la première puissance mondiale, intervient en gros sans demander son avis, leurs avis aux Européens. Et à la suite de ça, il va y avoir des débats sur l'identité européenne, les racines de l'Europe, est-ce que c'est chrétien, est-ce que c'est la philosophie des Lumières, etc. Et le musulman va devenir en quelque sorte l'intégrateur négatif de ces identités nationales européennes introuvables. Oui, l'ennemi de l'intérieur, c'est ce que vous dites, hein, c'est ce que vous écrivez. C'est un peu ça, oui, parce que l'identité, c'est être identique à soi. Les Européens ont le sentiment qu'ils ne sont plus identiques à ce qu'ils ont été. Alors bon, c'est exact, c'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte que l'Europe a été le monde, même pas une partie du monde, même pas le centre du monde, mais le monde. Pourquoi dit-on Première Guerre mondiale alors que ça s'est essentiellement passé en Europe, ou même Seconde Guerre mondiale? Parce que d'emblée on dit c'est le monde. Lorsqu'un Chinois veut étudier la musique classique, il finit par étudier Beethoven, européen. Donc ça veut dire que cette place, cette prééminence, l'Europe l'a progressivement perdue, mais elle a aussi perdu ce dernier niveau qui était cette place de conscience morale de l'humanité, de partenaire privilégié des États-Unis. Vous voyez, au milieu des années 2000,
On voit aussi la remise en cause collective. Oui, on a une psychologue avec nous aujourd'hui, Raphaël, sur le plateau, Valérie. Oui, c'est une blessure narcissique. Tout à fait. Collective. C'est la blessure narcissique, c'est exactement ça. C'est ce que je dis dans le livre, j'emploie d'ailleurs ce terme tout à fait. C'est une blessure narcissique. Dans les années 80, l'Europe a commencé à être blessée du point de vue, j'allais dire, économique, social. Il y avait une peur démographique. On montrait du doigt l'immigré, etc. Oui. Mais dans les années 2000, ça devient véritablement une blessure narcissique. Alors, les Européens ne sont plus ce qu'ils ont été. Et donc, ils en veulent. Alors, ils supposent que c'est à cause de quelque chose, d'une intentionnalité cachée. Évidemment, effectivement, les États-Unis se tournent plus volontiers aujourd'hui vers la Chine, vers l'Inde, vers la Chine, vers le Brésil même, vers le Brésil. Et voilà. Et donc, ça se traduit de cette manière-là. Raphaël, est-ce qu'il y a des craintes, par exemple, exprimées par la population française dans la quotidienneté? Alexandre pourrait témoigner des craintes liées au frottement culturel entre différentes religions, le rapport au médical, le rapport à l'éducation, le rapport aux droits fondamentaux, au respect des femmes, par exemple. Est-ce que ces craintes-là sont quand même légitimes à vos yeux? Mais c'est-à-dire que il y a, et ça, dans le livre, je ne le nie absolument pas, je ne suis pas du tout dans l'angélisme. Il y a dans l'islam ce qu'on pourrait appeler peut-être un retard de modernité dans certains courants musulmans. Mais ce que je récuse, c'est que on mélange tout. C'est-à-dire qu'on unifie l'islam comme si ce n'était que ça, alors que dans le même temps, je vous donne un exemple. Qui sait qu'il y a une association qui s'appelle HM2F, qui est une association d'homosexuels musulmans qui revendiquent leur islamité en tant qu'homosexuels, ou Amazon de la République, de jeunes femmes qui en plus portent le voile intégral, mais s'attaquent au machisme des musulmans, d'après elles. Alors, je ne crois pas qu'on puisse passer sous silence cette multiplicité de courants. Alors, il y a des problèmes, il y a le terrorisme, il y a toute une série de choses, mais il y a aussi une très grande dynamique aujourd'hui dans l'islam européen, et c'est ça, moi, je crois qu'il faut souligner. Vous citez de nombreux commentateurs dans les médias européens très présents depuis quelques années qui stipulent que sous peu l'Europe sera submergée par les musulmans en raison de, évidemment, l'immigration, mais aussi de la fécondité des femmes musulmanes. Or, vous citez, vous, des chiffres, et ça fait du bien, des chiffres réels de la présence en France musulmane, 2,1 millions. Soit environ entre 3,5 et 5% de la population. On voit mal comment ils pourraient être majoritaires d'ici 30 ans, ce qui correspond au discours ambiant, là. Oui, alors cette histoire d'être submergé quantitativement, on retrouve essentiellement trois volets. Effectivement, il y a le volet de la natalité, il y a le volet de l'immigration et il y a le volet de la conversion. J'ai essayé de montrer dans le livre, alors que je suis parti de façon, là pour le coup, je suis parti de façon assez neutre parce que je ne savais pas, je voulais savoir, donc je me suis plongé dans les Eurostat, dans tous ces diagrammes compliqués, et je me suis rendu compte que c'était faux, aussi bien pour la France que pour le reste. Aussi bien dans l'immigration. L'immigration, par exemple, il y a une forte immigration aujourd'hui. La deuxième position en direction de l'Europe, ce sont les Chinois. Certes, les Marocains sont toujours en première position, mais juste après, sur les Roumains, les Polonais, etc. Enfin, pour tout vous dire, je me suis rendu compte que tout ça était une sorte de montage, et qu'en plus, on confondait souvent, et c'est ce chiffre auquel vous faites référence, qu'on confondait souvent ce qu'on appelait des musulmans ethniques, qui souvent sont pas si musulmans que ça, qui sont effectivement les individus d'origine maghrébine, en particulier en France, qui sont, un peu plus de 6 millions, 7 millions, peut-être un peu plus, et les individus qui se reconnaissent vraiment comme musulmans. Et alors ceux-là, les adultes qui se reconnaissent comme musulmans, ils sont 2,1 millions à peu près. Ouais, on observe quand même la montée d'un certain fondamentalisme là chez vous, notamment avec la recrudescence des salafistes. Là, comment vous l'expliquez? Alors, il faut faire attention aussi avec ce mot salafisme. Avant, on disait le mot islamiste. J'ai repéré dans les médias cette évolution, et on s'est rendu compte qu'il y avait des islamistes, qui, bon an mal an, comme en Turquie, faisaient pas plus mal, n'étaient pas moins démocrates, toute proportion gardée, que ce qu'il y avait avant en Turquie. Et puis donc du coup on employait le mot les frères musulmans, on s'est rendu compte que là aussi c'était pas le pire. Après on emploie le mot aujourd'hui on emploie le mot salafiste à toutes les sauces. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fondamentalisme, certes il y a des courants qui existent, mais aujourd'hui ce qui est beaucoup plus grave, et c'est à l'échelle européenne, c'est cette espèce de mise en scène qui s'est mise en place, où on a 4 personnages essentiels. Le héros
qui est supposé défendre l'Occident contre la montée de l'islam, qui peut être un éditorialiste comme Monsieur Zemmour ou d'autres, ou le peuple trompé, deuxième type d'acteurs. Alors là, c'est les 68% de Français qui pensent qu'ils sont submergés, qui sont les seuls à le penser, mais ils le pensent massivement, ils sont le peuple trompé. Puis le traître multiculturaliste, c'est-à-dire l'individu qui fait leur jeu, qui est un blanc inconscient, un européen inconscient, qui en général on va se représenter comme étant à gauche, voilà. Et puis le quatrième personnage, c'est le salafiste aujourd'hui, on sait, c'est le martyr, le djihadiste, etc. Ouais. Ce dont il faut se rendre compte. Vraiment, là, je crois que c'est très important en termes de responsabilité à la fois des médias et des politiques. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que cette posture du martyr, elle est répulsive pour 99% des Français et des Européens, répulsive même pour 99%, peut-être même plus, des musulmans. Mais en même temps, quand on est dans une situation de précarité sociale et économique et qu'en plus on est déséquilibré du point de vue psychologique, fragile, eh bien elle pousse à passer à l'acte sur la scène de l'islamisation. Et elle peut être attractive pour ces gens-là. Certainement. Et, voyez, et du coup, que va faire Mohamed Merah? Ben Mohamed Merah, il va finir par tuer des légionnaires parce qu'il avait été déclaré inapte dans la Légion, l'objet de sa frustration. Mais ça peut être valable du point de vue du héros qui veut défendre l'Occident, qui peut être un Anders Breivik, et qui va défendre l'Occident contre l'islamisation en tuant des multiculturalistes, même pas des musulmans. Aujourd'hui, l'Europe est dans cette situation où ça peut éclater à tout moment et où on n'a même plus besoin de réseaux fondamentalistes. Il faut combattre ce mythe, parce qu'en combattant ce mythe, on combat même l'antisémitisme. Oui, il y a une montée de l'extrême droite en Europe qui doit vous inquiéter aussi, Alexandre Jardin, certainement, et qui s'exprime entre autres par un glissement sémantique que vous décrivez dans votre livre en ce qui a trait à la présence de l'islam. Pandémie, gangrène, contamination, prolifération. À qui profite ce ton alarmiste, Raphaël Iogi? Parce que c'est la vraie question. Ouais. Hein. Alors la question, c'est que ce ton alarmiste, il profite déjà aux islamistes durs et terroristes, parce que c'est une manière de pouvoir recruter. Oui. Il profite aussi, évidemment, c'est le deuxième grand, c'est à ce nouveau populisme européen qui, à mon avis, alors là, pour moi, c'est un peu un scoop quand je l'ai découvert progressivement, qui profite à ce que j'appelle ce nouveau populisme européaniste, qui n'est plus de l'extrême droite. Parce que les thèmes classiques de l'extrême droite n'existent plus, même dans le discours de Marine Le Pen. Marine Le Pen va dire qu'elle veut défendre la souffrance des animaux, l'écologie, etc., relativement à l'image qu'elle a du halal. Elle va dire qu'elle veut défendre les femmes relativement à l'image de ce qu'elle pense des musulmans vis-à-vis des femmes. Elle va dire qu'elle est pour l'homosexualité. Elle va dire même qu'elle est pour défendre les juifs, etc., etc. Et du coup, ce programme de ce nouveau populisme, entièrement fondé sur l'anti-islam, permet de ratisser beaucoup plus large et surtout, de ne plus être une extrême droite, c'est-à-dire ne plus être à l'extrême, de ne plus être sur les bords de l'échiquier politique, mais au centre. Oui, tout le monde va être au centre. Hein, et regardez l'événement récent de l'UMP, la motion qui a obtenu le plus de suffrages à l'intérieur à l'UMP, c'est le titre, c'est la charte de la droite dure, avec son titre 3, entièrement consacré à l'islam et à la lutte contre l'islamisation, où on demande, moi je pense que c'est un moment important dans notre histoire qu'un grand parti demande ce genre de choses. On demande aux musulmans et aux représentants musulmans, et seulement à eux, pas aux représentants des autres religions, de signer une sorte de charte disant qu'ils se refusent à accepter la construction de minarets, à se comporter de cette manière-là, à faire ceci, à faire cela, à reconnaître l'égalité homme-femme, etc. Comme si ça n'allait pas de soi, comme si eux, a priori, étaient suspects de ne pas respecter la loi. Moi, ça me paraît assez grave. Oui, c'est un outil d'ostracisation dans une république, rappelons-le, et vous êtes le premier à le dire. Il faut réfléchir à ces questions-là, autant en Europe qu'ici, en Amérique. Raphaël Iogi, et votre livre est certainement un instrument très intéressant de réflexion. Je rappelle son titre, Le mythe de l'islamisation, essai sur une obsession collective, et c'est disponible au Seuil. Raphaël Iogi, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation, vraiment. Le voile intégral, les prières de rue, le halal, sans même parler de terrorisme islamiste. Comment est-ce qu'on en est arrivé, Raphaël Iogi, à réduire l'islam et l'image de l'islam à ces quelques données, et en l'occurrence des thèmes qu'il est devenu impossible d'aborder autrement que de façon polémique?
C'est pas arrivé du jour au lendemain. Dans le rapport à l'islam, il y a 4 grandes étapes très schématiques. L'étape orientaliste, période de la fierté coloniale, et on voit l'islam comme une religiosité exotique. Il y a une forme de condescendance et en même temps de fascination. Et puis, dans un deuxième temps, l'islam va devenir l'objet du mépris, parce que ça va être assimilé aux travailleurs qui immigrent au milieu du XXe siècle. Et puis à partir des années 80, là, c'est le début du terrorisme islamique international. Et en même temps, c'est la première génération des Français issus de l'immigration qui n'est plus passive face au racisme. Et donc, on a cette culture des banlieues, le verlan, la marche des beurs. Et puis, on a aussi l'islam au milieu de tout ça. Donc, il y a une certaine visibilité de l'islam. Et cette visibilité au niveau local, elle va croiser cette visibilité tragique du terrorisme international. Des liens vont être faits. Du point de vue des Européens qui voient l'islam de plus en plus avec la peur au ventre, ça va être fait aussi du côté d'un certain nombre de jeunes des cités qui vont revêtir l'islam en signe de révolte justement parce que ça fait peur. Et là, on a une sorte de cercle vicieux qui va se mettre en place. Ce qui est frappant, c'est qu'on passe assez brutalement, je trouve, d'un autre compliqué, lointain, quand même vivable, à un, aujourd'hui, envahisseur parfaitement dangereux. Ça, c'est vraiment le propre des années 2000. L'Europe va commencer à avoir des problèmes d'identité forts. Jusque-là, l'Europe avait des problèmes économiques et sociaux, perdu sa prééminence militaire, mais garder cette posture de conscience morale et en même temps de partenaire privilégié des États-Unis. Mars 2003, c'est une date charnière parce que les Américains décident d'aller en Irak et cette fois ils disent en gros aux Européens, si vous voulez venir, vous venez, si vous ne voulez pas venir, c'est pas grave. Et là, il va y avoir un vrai problème d'identité qui va d'ailleurs se manifester par des débats sur l'identité nationale. Pas dans tous les pays, mais presque dans tous les pays, et parfois dirigés par l'État lui-même, comme en France. C'est extrêmement important comme moment. Parce que si on n'est plus identique à ce qu'on a été, qu'on a cette espèce de puissance perdue, il faut trouver des responsables. Et le musulman va finir par devenir la figure négative de l'Europe. On ne sait pas exactement ce qu'on est, mais on sait au moins qu'on n'est pas musulman. Est-ce que ça veut dire que c'est un discours tenu par presque tout le monde ? Ce malaise finit par traverser l'ensemble de la société. On est dans la paranoïa, on a aussi peur de ce qu'on ne voit pas. On suppose qu'il y a une intention maligne. C'était difficile d'imaginer que les gens d'origine turque en Allemagne, d'origine pakistanaise au Royaume-Uni ou plutôt d'origine maghrébine en France, aient cette espèce de démarche d'occupation, pour parler comme Marine Le Pen et comme beaucoup de Français aujourd'hui, d'occupation du territoire. Mais ils sont présumés musulmans. Et à ce moment-là, on peut dire qu'il y a une volonté commune. C'est quand même assez grossier et assez difficile à construire. Mais les mythes sont tout le temps grossiers. Mais le plus grave, pour revenir à votre question, c'est l'émergence d'un nouveau populisme anti-islam, qui à mon avis n'est même plus d'extrême droite. Alors c'est très dangereux parce que c'est rassembleur aussi bien à droite qu'à gauche. Et tout le monde prend des thèmes dans ce nouveau populisme. Donc c'est ça qui est grave. Ce qui est quand même impressionnant, c'est que quelques sphères que ça traverse, ces idées restent totalement infondées, ne serait-ce que sur le voile intégral, qu'il s'agisse de statistiques ou bien de point de vue sociologique. Vous évoquez le travail d'une chercheuse pratiquement sur la moitié, sur la durée, la moitié de cette population de femmes intégralement voilées, parlons de celle-là, tout petit phénomène et qui ne répond absolument pas à l'image et au discours qui est entretenu dessus. Comment on en arrive là ? Parce que ça semble être une évidence. C'est à ça que s'attache le livre. On voit un certain nombre de femmes, effectivement, qui mettent le voile intégral. Il y a une nouvelle effervescence croyante chez les musulmans, indéniable. Et puis, à côté de ça, il y a du terrorisme. Ce sont des réalités que l'on mêle parce qu'on est dans cette obsession. Le voile intégral, en réalité, c'est très complexe. C'est un phénomène quasiment hyper moderne. C'est-à-dire que celle que nous avons enquêtée, du moins, parce qu'il y en a peut-être d'autres, c'est celle que nous avons enquêtée. Le travail d'Agnès de Féau a porté sur une centaine de femmes, sur 4 ou 5 ans de travail. Oui, il y avait au moins 3 ans de travail. Au moins 3 ans de travail. 100 femmes, c'est grosso modo la moitié de la réalité statistique du moins de ces femmes voilées à l'époque. Exactement. On est d'accord. Et on s'est rendu compte, vraiment à notre propre surprise, que c'était un voile individualiste avec un discours New Age de transformation de soi, complètement déconnecté des réseaux salafistes classiques, qui pouvaient être terroristes, etc. Classique. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a du terrorisme. Et je dirais oui, mais alors justement, et ça c'est l'autre partie grave, ce mythe de l'islamisation, de l'idée qu'il y a une intention maligne particulière d'une partie de la population qui s'accroîtrait plus vite et qui viserait à nous islamiser, à nous acculturer en quelque sorte, eh bien ce mythe, il engendre une sorte de théâtre tragique
avec 4 rôles essentiels qui peuvent être joués de façon légère, de façon soft, mais qui peuvent, chez les individus qui sont en déshérence sociale, économique et qui sont, par surcroît, un peu déséquilibrés psychologiquement, peuvent amener à des passages à l'acte. Le premier type d'acteur, c'est le héros qui défend l'Occident, qui peut être un journaliste, et qui peut jouer ce rôle de façon soft, qui a ses idées, qui peut être un éditorialiste, qui peut être le commun des mortels, l'homme de la rue, et qui se veut comme un héros, une sorte de héros solitaire qui veut défendre l'Occident contre cette menace. Puis, il y a le peuple trompé. Majorité silencieuse qui s'estime agressée. Ça peut être tout le monde. Le héros parle au nom de ce peuple trompé. Puis on a le traître qu'on se représente comme un multiculturaliste, gauchiste, sociologue qui serait aveugle, exactement, peut-être parce qu'il regarde de trop près cette réalité, il ne la voit pas telle qu'elle est. Et puis il y a la 4e posture, c'est le djihadiste, posture répulsive pour le héros et pour 99% d'entre nous. Mais elle peut être attractive pour un jeune en déshérence psychologiquement, qui va revêtir le costume du musulman pour faire peur. Regardez le cas de Mohamed Merah. Toulouse. Mohamed Merah, il n'était pas musulman. Mohamed Merah, il a essayé de rentrer dans la Légion. Il a collaboré aux renseignements généraux. On lui a refusé d'entrer dans la Légion. Il s'est trouvé dans une situation extrêmement difficile. Il est passé à des soirées alcooliques, à toute une série d'événements dans sa vie. Et à la fin, il lui restait plus que ça. Il a commencé par tuer des légionnaires, parce que c'était l'objet de sa frustration. Et au passage, des musulmans parmi eux. Ensuite, il a tué des juifs, parce qu'ils étaient juifs. Pourquoi? À cause d'un certain nombre d'idées floues liées au conflit israélo-palestinien, représentant l'oppresseur, etc., etc. Mais le héros défenseur de l'Occident, lui aussi peut passer à l'acte. Jusqu'à Anders Breivik, qui va tuer 77 personnes, qui ne sont même pas des musulmans, mais qui sont supposés être les fameux traîtres multiculturalistes. Ce qui veut dire que si on lutte contre le mythe de l'islamisation, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on lutte contre ce populisme, on lutte contre les réseaux islamistes qui ont besoin de cette fragilisation des musulmans européens pour pouvoir recruter, et on lutte aussi même contre cet antisémitisme aujourd'hui qui est réactif et lié à cette posture d'islamisation. Ce travail n'est pas un travail fondé sur mes a priori. Il n'est pas fondé sur une posture qui serait une posture de droite ou de gauche, mais sur une posture qui est celle du chercheur qui essaye de comprendre ce qui se passe. Parce que ces chiffres sur la progression des musulmans, y compris en Europe, en quelques mots, et on dit 50 millions, peut-être un peu plus même de musulmans en Europe, on est à entre 15 et 16 millions peut-être, oui. Et encore, qui appelle-t-on musulman? Exactement. À chaque fois qu'on produit cette statistique? Exactement. Origine ou exactement. Pratique. Si c'est seulement les gens qui sont majeurs et se revendiquent comme musulmans en France, on est à 2,1 millions d'individus. Alors que le chiffre qui circule régulièrement, c'est 5 millions, 6 millions. 5-6 millions. Mais on n'a pas de progression par les conversions, par exemple, très forte. Les mouvements évangéliques progressent beaucoup plus. Il faudrait lancer un vrai débat où les dés ne soient pas pipés. Mais c'est très difficile dans une situation pareille. Je reçois des lettres à l'Observatoire du religieux, en permanence des lettres d'insultes de gens qui, à l'évidence, n'ont pas lu le livre, qui n'ont pas vu que le livre était un livre modéré, qui était un livre critique, qui essaye de prendre tous les aspects en compte. Le titre même du livre est en quelque sorte postérieur au travail, c'est-à-dire que je me suis rendu compte progressivement que c'était un mythe, c'est-à-dire que je ne pouvais pas l'appeler autrement. Moi aussi, j'étais dans cette idée qu'il y avait forcément une progression au moins quantitative, donc je me suis interrogé sur les raisons de cela. Pourquoi est-ce qu'on est passé à cela? Et progressivement, j'en suis arrivé à cette idée de la crise d'identité européenne. Mais c'est une mauvaise crise. Voilà, là, on est dans grave. Une crise très négative. Ouais, je pense que c'est très grave. Ouais. Est-ce que ça signifie qu'être musulman aujourd'hui ou demain matin en France ou en Europe, ça peut devenir dangereux? Le grand risque d'une situation paranoïde, c'est que on se croit en situation d'urgence. Comme on se croit en situation d'urgence, on se permet de prendre des mesures d'urgence. Même si ces mesures sont pas tout à fait constitutionnelles. On en arrivera à interdire une épicerie parce qu'elle serait exclusivement halal, ce qui normalement est le droit de tout commerçant de prendre un risque, même économique. Commercial, et puis pour des raisons peut-être qui sont effectivement liées à sa spiritualité ou tout ce qu'on veut. Mais là, d'un seul coup, ça va devenir un problème. Un peu comme un hypocondriaque, il voit un bouton, mais ce bouton en lui-même, c'est pas ce qui pose problème, c'est qu'il croit que l'ensemble de son corps est métastasé. C'est ça le problème d'identité. L'Europe se perçoit comme étant métastasée et les musulmans sont supposés être les signes de l'avancement du mal. Est-ce que ce mythe de l'islamisation, cette islamophobie, risque de coûter cher à toute la société française, voire toute la société européenne? Alors, c'est effectivement un problème. Je pense que peu d'auditeurs s'en souviendront, mais en 2003, Jean-Pierre Raffarin avait demandé un rapport sur la laïcité à Barouin, et il avait sorti ce rapport en 2003 encore,
qui font le programme de destruction des libertés fondamentales, puisque il est écrit noir sur blanc qu'à un moment, la laïcité entre en contradiction avec les droits de l'homme. Ce sont les mots de François Baroud. Historiquement, la laïcité, c'est l'expression des droits de l'homme. Et on est dans une situation où il peut y avoir des dérives. Le Conseil français du culte musulman ne demande pas le halal dans les écoles, contrairement à ce que croit tout le monde. Moi, je le savais pas, je suis allé vérifier et je me suis rendu compte qu'il demandait un menu végétarien pour que ça puisse correspondre aussi au cachir des juifs et aux végétariens, pour essayer d'arranger tout le monde. Mais ce mythe rend tout flou et finit par provoquer des passages à l'acte terroriste. Des deux côtés, encore une fois. Pour moi, Anders Breivik, c'est pareil que Mohamed Merah.